Bref, donc voilà. Mais écoute, si tu veux dire un petit mot sur L'Année du Dragon, tu es le bienvenu. Oui, alors... Attends, je vais lancer... je vais lancer le truc quand même. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans Clone Web Télévision. Of course. Project's far from finished. Quoi de neuf au mois de mars dans la planète cinéma? Bon, on pourrait se dire que tout va bien puisque DiCaprio a enfin gagné un Oscar, tout comme Ennio Morricone, mais pendant ce temps-là, une œuvre dont personne ne se souviendra dans un an a remporté celui du meilleur film. C'est vrai qu'en même temps, quitte à récompenser un téléfilm, Spotlight. You ungrateful, overbearing, self-centered son of a bitch! Sinon, les Wachowski sont des sœurs pour de bon, les films rated R marchent de nouveau au box-office, et surtout, comme tous les ans, Hollywood s'apprête à nous assommer avec une avalanche absolument indécente de blockbusters, donc préparez-vous, on va en prendre plein la gueule, là, c'est parti. Mais surtout, pour les spectateurs, il y a largement de quoi faire ce mois-ci, et à défaut d'être un phare dans cette jungle de sorties, on va en rajouter une petite couche, même si, on vous prévient, vous pouvez d'ores et déjà sortir les antidépresseurs. Et accessoirement, je suis malade comme un chien, mais on s'en fout. On démarre cette émission en rallumant cette bonne vieille machine à remonter le temps, direction les années 80, non pas pour se fondre la poire devant les travers de cette époque, mais pour en revivre les plus grands traumas. C'est nettement plus sympa. You never had any respect for anything, did you? Quitte à en prendre plein la pomme, mieux vaut essayer d'exorciser la chose, et le film en question correspond on ne peut mieux à tout ça, puisqu'avec L'Année du Dragon, il s'agit d'un retour aux sources tourmentées. Réalisé par l'immense Michael Cimino dont c'est le 4e film, L'Année du Dragon a bien failli ne jamais voir le jour, tant le réalisateur était en pleine traversée du désert avant sa conception. Après avoir mis l'Amérique à ses pieds avec son voyage au bout de l'enfer, Cimino enquilla sur la gargantuesque porte du paradis. Et là, vous connaissez sûrement la suite, tant il s'agit d'une des plus grandes injustices de l'histoire du 7e art, ce classique étant à sa sortie un bide monumental, considéré comme l'un des responsables de la mort du nouvel Hollywood. Autant dire qu'après un projet pareil, dont l'ambition pharaonique n'avait d'égal que l'échec cuisant, la carrière de Cimino en a pris un sacré coup dans l'aile, et il a connu 4 ans de creux avant de pouvoir monter L'Année du Dragon, un polar noir voyant un Mickey Rourke en enquêteur fougueux se retrouvant muté à Chinatown à New York. Manque de bol pour le flic, il va commencer à exercer en même temps qu'une nouvelle guerre de gang dont il va avoir bien du mal à comprendre les mécanismes. I want to arrest the gang members for loitering, spitting in the gutter, anything. What about the civil rights? Fuck the civil rights. Adapté d'un livre de Robert Daley, par ailleurs l'auteur du Prince de New York, L'Année du Dragon piochait son originalité dans sa plongée dans la mafia chinoise, dont l'emprise était déjà immense et dont les codes semblaient pourtant nouveaux aux autorités, alors même que son fonctionnement n'a rien à envier à la pègre italienne ou à une organisation américaine lambda. C'est sur ce point précis que le film va tirer toute sa substance, en dressant un portrait au vitriol d'une Amérique construite sur un cosmopolitisme dont elle peine à concorder les différents folklores. Le Chinatown du film ressemble à une véritable cité chinoise, dans laquelle les policiers en uniforme jurent totalement, ce sur quoi les origines polonaises du personnage principal ne vont pas aider. Et en parlant de flics, rien à voir, mais vous avez 3 secondes pour trouver le reflet de toute l'équipe de tournage dans les lunettes de ce monsieur. How was I supposed to prevent this? How am I supposed to prevent anything around here? Et pour en rajouter une couche, le héros a été traumatisé par la guerre du Vietnam, qui lui sert d'excuse pour justifier tous ses écarts, tout en le poussant à considérer le parrain asiatique comme son véritable némésis,
transformant son enquête en vendetta personnelle qui fera un paquet de dommages collatéraux. Au travers de cette investigation sanglante, ce n'est donc pas tant une idée de la justice que l'enquêteur va défendre, mais il va cultiver sans s'en rendre compte tout le doute qui sous-tend l'identité américaine, le fait que celle-ci soit construite sur un agrégat de peuples variés auquel on a accordé trop d'avantages pour qu'ils s'intègrent tous, et qui peine pourtant y voir autre chose qu'une terre d'opportunités colossale. En adaptant Robert Daley, Cimino et son co-scénariste qui n'était autre qu'Oliver Stone vont plonger dans les failles de cette nation, où il n'est question pour personne de rentrer dans le rang, que ce soit aussi bien un héros torturé qui pense en avoir suffisamment bavé pour son pays, que des immigrants qu'on dénonce comme tels, malgré leur présence sur le territoire depuis le début de cette jeune nation. Il est assez drôle de savoir que le film a été taxé à sa sortie de raciste, quand on voit combien la complexité du personnage sert la densité d'une œuvre qui montre sans détour le caractère schizophrène du drapeau étoilé, imposant l'entreprise comme la suite logique de Voyage au bout de l'enfer. Maybe everybody's right. I'm chasing something that doesn't exist. Sans compter qu'il faudrait faire la fine bouche pour ne pas louer ne serait-ce que les qualités plastiques de l'ensemble, Cimino étant loin d'être un manche quand il est question d'installer des ambiances poisseuses et pesantes à mesure qu'on évolue dans les ruelles mystérieuses et sombres de cette Chinatown. Alors il faut bien admettre que les années 80 restent les années 80, ce qui se traduit par quelques looks qu'on ne pourra pas s'empêcher de pointer du doigt, certaines musiques dont la production a mal vieilli, ou surtout une écriture un peu trop stéréotypée par moments. L'exemple le plus parlant reste la relation en fin de vie entre le héros et sa femme, donnant lieu à des scènes d'engueulade conjugale assez gênante, tant elle semble s'évertuer à enquiller tous les poncifs et clichés du genre, et c'est pas faute d'avoir mis un magnifique perchiste dans le reflet de la vitre, décidément. De même, le personnage de Mickey Rourke correspond presque trop à une certaine écriture du flic torturé comme on a tant vu à l'époque, d'autant que plusieurs de ses mimiques lui donneraient presque la tête de Bruce Willis, même si là, oui, on s'égare un petit peu. Cela dit, on titille, car la force du film reste intacte grâce à sa charge contre les médias, qui contribue au foutoir ambiant en cultivant les idées reçues et en restant trop en surface, confortant le public dans un certain marasme communautariste. Ce qui, vous en conviendrez, n'a pas tellement changé. Et si tout ça ne vous donne pas envie de craquer pour le magnifique coffret Blu-ray édité par Carlotta, qui est un petit peu notre équivalent français de Criterion, on pourrait vous parler de la très belle copie du film, qui n'est là que pour renforcer l'impression laissée par certaines scènes percutantes, à l'instar d'un duel final assez anthologique. Bref, s'il est loin d'être aussi important que les deux films précédents de son réalisateur, L'Année du Dragon reste un polar classieux, l'un de ces films qui savait mettre le doigt là où ça fait mal, sans oublier de délivrer pour autant son lot de pur cinéma noir réellement torturé. Et entre nous, c'est largement suffisant pour justifier une redécouverte en bonne et due forme. For all its inconveniences, Lang was satisfied with life in the high-rise, ready to move forward and explore life. How exactly? He had not yet decided. I'm so sorry. I thought you were empty. I just moved in. Si vous avez déjà le moral dans les chaussettes, alors il y a peu de chances que le film qui suive provoque un quelconque ascenseur émotionnel. Il n'en reste pas moins question de monter les étages, mais ceux de l'échelle sociale, sans doute l'une des plus redoutables qui soit, dont elle conditionne à vrai dire tout ce qui nous entoure au quotidien. C'est pas nouveau, c'est sûr, mais un rappel en vigueur ne fait jamais de mal, et ce n'est pas Ben Wheatley et son 5e film High Rise qui nous diront le contraire. On n'a jamais évoqué le nom de Ben Wheatley dans cette émission, et ça tient franchement de l'anomalie, tant on suit assidûment l'évolution de ce cinéaste depuis presque 5 ans, suite à la découverte de son second film bien burné, Kill List. Et on n'a pas été les seuls à tomber sous le choc, car ce film l'a mis sous les projecteurs, et il a enquillé sans sourciller sur le sympathique touriste et expérimental de Field in England, agrandissant un peu plus son cercle d'adorateurs à chaque fois. Sauf que le cercle assez restreint des festivals, ça suffit, désormais ce cher Ben s'apprête à passer à la vitesse supérieure, déjà en ayant réalisé des épisodes de la série Doctor Who, ce qui revient presque à recevoir une invitation personnelle de la reine Elisabeth, et ensuite avec ses deux films suivants High Rise et Free Fire. I'm a fast learner. Les deux productions bénéficient d'un casting prestigieux, et si on en sait encore assez peu sur la seconde, la première en a sous la pédale, comme le prouve son origine, puisqu'il s'agit de l'adaptation d'un roman de J.G. Ballard, un grand auteur de science-fiction et d'anticipation britannique dont vous connaissez sûrement L'Empire du Soleil et Crash, qui ont été portés sur grand écran, respectivement, excusez du peu, par Steven Spielberg et David Cronenberg.
Pour parler plus concrètement de la chose, le film n'est pas un monde dystopique où des hommes décident de vivre dans des tours immenses où l'on trouve quasiment tout ce qu'il faut pour subvenir. Si l'idée de bouger le moins possible le petit doigt s'oppose, l'ensemble est évidemment une pépinière régie par une hiérarchie classique avec les très riches en haut, les plus modestes en bas et tout le reste entre les deux. Le personnage principal, joué par Tom Hiddleston, va emménager dans cette drôle de bâtisse en espérant grimper les échelons avant qu'un véritable chaos éclate suite à une coupure de courant qui va vite affecter tout l'immeuble et renvoyer ses habitants à des questions primitives de survie. Si High Rise, qui a été écrit dans les années 70, n'a pas beaucoup changé en 2016, comme le prouve notamment une direction artistique assez rétro, c'est parce que le sel de son récit n'avait pas besoin d'être modifié à outrance pour être toujours pertinent. How's the high life? Prone to fits of mania, narcissism, and power failure. En montrant une société aussi paranoïaque, où les habitants sont obsédés à l'idée de savoir ce que font ceux du haut qui s'ennuient quand ils ne tournent pas la plèbe en dérision, la réalité dépeinte en filigrane par l'auteur est toujours d'actualité, de même que les raisons de tels déséquilibres sociaux. Une partie convoite désespérément la place d'une autre, et finalement aucune ne travaille au bien-être commun, tant préserver son rang social prime sur toute autre considération on ne peut plus importante. Même le héros, supposé observateur logique et tempéré de ce déchirement, finit par se laisser prendre au jeu sous peine de se faire rejeter purement et simplement de ce grand cirque populaire qui finit par tout engloutir. Seulement ici, la métaphore se fait plus grande à l'aune de l'hyperconnectivité mondiale, des réseaux sociaux et du besoin d'être partout à la fois. Avec la perte de l'électricité et donc de la technologie, les habitants du building sont notamment privés d'ascenseurs, donc de la possibilité d'être en contact avec les autres castes, perdant ainsi tout contrôle puisque leur vie redevienne auto-centrée, obligeant tout ce beau monde à tomber dans la débauche comme seule monnaie d'échange, toute considération un tant soit peu intellectuelle ayant foutu le camp depuis un moment. Une manière frontale de rappeler combien la civilisation a toujours été proche de la falaise, avec une frontière très fragile entre l'humain et l'animal. Des éléments qui, je l'espère, vous donnent furieusement envie de voir la chose, ce sur quoi vous avez bien raison, même si, malheureusement, je me dois aussi de tempérer quelque peu votre ardeur incandescente. Perhaps you're right. Alors certes, Ben Wheatley donne une seconde vie à l'œuvre de Ballard, mais aussi lui offre-t-il un écrin qui ne réinvente absolument rien. Car si le film est emballé avec panache, comme en témoigne la variété de la bande-son et certains passages bien tarés, il ne peut pour autant pas s'empêcher de s'embouber dans sa propre logique narrative. Le chaos n'appelle que le chaos, et à trop s'étendre sur celui-ci, il faut bien admettre qu'on finit par sérieusement tourner en rond. Or, comme tout l'univers est exposé rapidement, on ne fait qu'assister aux agitations d'une humanité qui arrive vite au fond du trou et qui y barbote sans trop de remous. Privé de la logique narrative ultra-ludique d'un Snowpiercer qui exposait son univers au fil de sa progression, High Rise donne toutes ses cartes un peu trop vite et finit par s'étendre à rallonge sans réussir à renouveler son propos. Résultat, même si on aime son caractère de sale gosse ou sa pertinence sur bien des aspects, aussi faut-il admettre qu'au bout d'un certain temps, on guette la moindre nouveauté ou nuance sans qu'elle ne vienne nécessairement. Un rythme trop relâché qui mine le plaisir, notamment dans un troisième acte, où les quelques intrigues des aristos n'ont finalement que peu d'intérêt, tandis que le héros peine à sortir de sa torpeur comme de la nôtre. Et c'est doublement pervers, puisqu'on imagine bien que l'effet produit par le récit fait partie de sa mécanique, cherchant à nous poser dans une situation inconfortable pour mieux bouffer nos démons en pleine face. Seulement on peut aussi faire ça sans tirer sur la corde comme un malade. It looks like the unconscious diagram of some kind of psychic event. Well, that's good. I'll use that. By all means. Plus concis, High Rise aurait gagné en efficacité, ce qui n'empêche pas d'être une représentation fidèle du roman. Vu le matériau de base, ça suffit à faire son petit effet, mais depuis, bien des cinéastes sont passés par là, et Ben Wheatley peine juste à tirer son épingle du jeu. On vous rassure, le résultat reste intéressant à plus d'un titre, et on continuera de suivre la carrière du bonhomme avec un grand intérêt. What do you know about Alton Meyer? He would have fits. Things would break. Cars would shut down, that kind of thing. Others have described seeing things. Did he show you things? Yes. What kinds of things? I wouldn't know where to start. We need to know where he is. You'll have no clue what you're dealing with, do you? It's okay. It's okay.
Et nous voici dans la troisième partie de l'émission avec un invité que ça me fait beaucoup plaisir de recevoir, Simon, bienvenue. Merci, et bien, non, bienvenue non, mais merci. Et oui, tu es rédacteur en chef pour le site écranlarge.com et avec toi on va parler d'un mini-événement puisqu'il s'agit de Midnight Special, le nouveau film de Jeff Nichols. Alors Jeff Nichols, c'est un petit peu le réalisateur montant de la scène indé américaine puisqu'il a fait Tech Shelter et Mud, ça a suffi à le mettre au firmament des critiques notamment. Et là, avec Midnight Special, il passe un petit peu dans la semi-SF et ça lui vaut tout de suite le titre de successeur de Steven Spielberg notamment. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat? Attends, alors a priori je dirais non, je vais essayer avec de la bière. Je vais essayer aussi, Midnight Special avant. Non plus. Non, alors ça absolument pas. Ça marche pas. C'est vraiment un titre qui me semble poussif. Poussif, oui, non, alors, excessif, mais à la limite c'est pas la question parce qu'on va pas lui demander d'avoir le talent de Spielberg après 3 ou 4 films, puis de toute façon c'est pas une course à l'échalote. Non, ça me semble très, surtout imprécis en fait comme dénomination et pas juste du tout, quelle que soit la qualité du film d'ailleurs, parce que en termes de mise en scène et en termes d'état d'esprit, de philosophie du cinéma, je pense que c'est un cinéma qui est plutôt radicalement aux antipodes. Alors attention, c'est un cinéma qui rend hommage et qui, on va dire, tire son chapeau qui cite Steven Spielberg, mais il le fait pas en termes de cinéma, de mise en scène. Il y a un personnage de scientifique qui nous est clairement montré à coup de gros clin d'œil comme un espèce de lointain descendant du Truffaut de Rencontre du troisième type. Il y a des jeux de lumière qui sont faits pour nous l'évoquer. Voilà, il y a divers éléments comme ça qui y font penser, mais néanmoins ça n'est pas... Il y a un enfant. Oui, il y a un enfant, mais on est quand même dans des trucs très très généraux, et surtout dans le travail, on va dire, et de la photo et de la caméra, ça me semble assez discutable d'établir une parenté avec Spielberg, ou en tout cas avec le Spielberg de Rencontre du troisième type, parce que c'est ça qu'on entend très souvent. Ouais, parce que c'est vrai que c'est un film, du coup, alors, pour rappeler un petit peu de quoi ça parle, c'est donc un père qui part en road trip avec son gamin qu'il a kidnappé et sec plus ou moins, et en fait son enfant a des pouvoirs un peu mystérieux, on sait pas trop quoi, mais du coup il est pourchassé par à peu près tout le monde, et on essaie de trouver un petit peu ce qui cloche ou pas avec ce gamin. Et en fait c'est vrai que le film s'inscrit un peu dans cette démarche que peuvent avoir des J.J. Abrams ou même des Nolan, à vouloir faire un grand divertissement populaire à l'ancienne avec des thèmes un peu forts et qui s'immiscent dans de la SF en essayant un petit peu de rendre le genre noble. Moi non, le vrai problème que j'ai, c'est justement qu'il fait pas ça, il fait pas le Abrams, il fait pas le Nolan. Moi j'ai vraiment le sentiment que il touche au genre avec un bâton en se bouchant le nez, sans y comprendre grand chose et sans que ça l'intéresse vraiment. C'est vrai que pour le coup il se rebondit, enfin comme c'est quelqu'un qui vient de la scène indé, il approche le truc de façon un peu moins radicale que l'ont pu le faire les mecs qu'on a cités aussi quoi. Moins radical, mais non, moi surtout j'ai le sentiment qu'il y va, on le présente comme un auteur. Moi je trouve que de plus en plus ces films ressemblent à des petits films indés calibrés pour Sundance, qui sont très propres, relativement sophistiqués visuellement, encore que, il y aurait à redire là-dessus, mais voilà, qui sont des films qui se hissent au-dessus du tout venant, d'un strict point de vue esthétique, plastique, de mise en scène. Il n'y a aucun problème en termes de composition de l'image, de rythme, de montage, il y a de très très belles choses dans le film. Mais c'est de très très belles choses qu'on voit 20 à 30 fois par an dans des films indés relativement maîtrisés. C'est-à-dire que même si on n'est pas dans le blockbuster hollywoodien ou dans un cinéma en apparence calibré, c'est pas tout à fait exact. C'est une autre forme de calibrage qui s'adresse à un autre public, mais qui répond aussi à des codes. Et un de ces codes qui moi m'a le plus gêné, qui m'a toujours gêné chez Jeff Nichols, mais qui là me semble vraiment mais terriblement handicapant pour le film parce qu'il en révèle la vacuité, c'est une retenue complètement abusive et artificielle. C'est très bien la sobriété, hein. On n'est pas obligé on n'est pas tous Dario Argento, hein. On a le droit d'être dans la retenue, c'est pas un mal. Sauf que le principe de la retenue, c'est qu'il y a quelque chose à retenir. Les 10 premières minutes du film sont fantastiques. La première demi-heure est vraiment bonne. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on réalise que tous ces personnages stoïciens qui se regardent dans des moments très durs, dans des scènes soit faussement spectaculaires, mais en tout cas qui, on va dire, moralement sont censés mettre à l'épreuve les personnages, et qui tous se regardent en tirant une tronche pas possible, sans scier, c'est parce qu'en fait, il y a rien derrière, on n'a pas mis de sentiment. Et comme on est toujours dans la sobriété et la retenue, parce qu'on n'est pas des gros branleurs d'Hollywood, et résultat... Oui, mais on fait un truc dans lequel il n'y a pas de chair, il n'y a que de l'os. Tu vois, c'est ce que je te dis quand le gars essaie de nobeliser un petit peu le truc, c'est qu'effectivement il essaie d'être un peu introspectif, un peu, je me retiens effectivement, je vais pas dire grand chose, mais comme c'est un peu contemplatif, etc., vous allez pouvoir projeter énormément de sens. Sauf que, ne serait-ce que dans la chair de son intrigue, en fait, c'est très vain, parce que tout à fait. Déjà, c'est un film qui balance plein de cartes, c'est-à-dire qu'au début, il y a une histoire de secte, 10 minutes après, on l'a oublié, on sait pas pourquoi, et qui nourrit en fait son film de petits trucs comme ça, mais qui en fait aboutissent pas à grand-chose, si ce n'est à rien, ça dépend.
qui court après un mystère que, en fait, il révèle très vite avec des métaphores qu'il met en place, notamment... qui sont assez grossières, tout ça. Notamment le fait que le gamin, c'est pas un spoiler, c'est sur l'affiche, lit tout le temps Superman, et il y a tout un truc avec ça, et en fait, ça donne quand même vachement les clés du film, et il y a plein de choses comme ça qui sont dispersées, et qui, en fait, grillent complètement le... À mon sens, il y a deux problèmes. Ce qui devrait aboutir, en fait, en fin de revenu, quoi. À mon sens, il y a deux problèmes avec ce qu'essaye de raconter le film au-delà de son intrigue, on va dire, de surface. Alors, comme tu l'as dit, d'un côté, il y a effectivement cette métaphore avec Superman, mais qui est jamais vraiment exploitée, qui nous est donnée dès le début. Il lit des comics Superman tout le temps. Il y a dans le scénario un lien évident avec la mythologie de Superman, mais qui est pas creusé plus que ça. Le film n'est pas là pour y apporter une nuance, pour y apporter une autre vision. Ouais, il fait que le poser, puis... Il pose un parallèle, il le répète lourdement, puis c'est tout. Et il y a un autre truc qui, sur le papier, aurait pu être intéressant, mais à mon sens, il le fait d'une façon tellement consciente que du coup ça devient glacial, alors que ça aurait pu être un vrai ressort émotionnel. Il me semble que c'est un film sur le deuil. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un père qui demande à ce qu'on le laisse faire son deuil, et ce que les autorités religieuses, tu parlais de la secte, légales, parce qu'il est poursuivi par le FBI, ne veulent pas le laisser faire. Et il faudra qu'il s'échappe, qu'il se cache, qu'il devienne un paria, mais... Voilà, moi, le problème que j'ai, c'est que, encore une fois, il le fait d'une façon qui n'est absolument pas organique. C'est-à-dire que moi, je sens les méninges qui travaillent derrière, je vois la réflexion, je vois le truc. Je trouve ça très intéressant sur le papier. Je trouve que dans sa concrétisation, c'est finalement assez plat. Et encore c'est vrai que sur le point de vue de l'émotion, en fait, le film est tellement fermé, t'as refait les personnages tirent la gueule, etc. que... Et c'est en ça que je suis pas du tout d'accord avec le parallèle Spielbergien, parce que Spielberg, il y a pas beaucoup de cinéastes qui soient plus fascinés par la vie et par l'élan vital que Spielberg. Or là, c'est un film qui est fasciné par la mort, ce qui est pas un défaut, mais ça le sépare pour moi énormément de Spielberg. Et justement, s'il y avait un réalisateur, et on lui a reproché pendant très longtemps, qui met l'emphase sur l'émotion, c'est bien Spielberg encore une fois. En l'occurrence, ouais. Voilà. Et puis alors pour moi, ce qui achève de rendre le film un peu ringard et caduque, c'est son dernier acte, alors qui est censé être une explosion émotionnelle. Enfin, moi personnellement, je suis encore moins touché que devant Delta Force. Ouais, ça se passe pas bien. Ce dernier acte, je vois tellement les mécaniques et les effets de style qui sont utilisés, qui sont bien utilisés. Encore une fois, c'est pas un film qui est désagréable à suivre, c'est pas un film qui est mal foutu. C'est juste un film qui est extrêmement prévisible, qui, on va dire, adopte les oripeaux des films profonds, ne cesse de nous dire voilà, tout ce que j'ai dans ma besace c'est incroyable, sauf que finalement, comme il se garde bien de dévoiler sa besace, on finit assez rapidement par se rendre compte qu'elle est vide. Et c'est un film qui nous demande en fait de faire le boulot qu'il n'a pas envie de faire, c'est-à-dire de mettre de la symbolique là-dedans, de mettre de l'émotion là-dedans, parce que le film ne joue jamais l'émotion. Alors on pourra dire bah oui mais tu comprends, on n'est pas là pour tirer l'alarme, machin, mais il y a un monde entre jouer le pathos et jouer l'émotion avec les chercher à la perceuse et cette espèce d'aridité très poseuse, il y a un monde et moi je trouve que le film en réalité est quasiment, j'ai envie de dire, un blockbuster pour public de Sundance. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que c'est pas vrai que c'est un film fin, c'est pas vrai que c'est un film subtil, c'est un film qui reprend les codes d'une certaine finesse et d'un certain cinéma américain, mais exactement comme, je veux dire, le Marvel peut reprendre des codes de la culture pop en les vidant de toute substance et de tout substrat mythologique. Pour moi, c'est exactement la même chose, mais adressé à un autre public. Mais je pense qu'il a peur peut-être vraiment de s'approprier le côté peut-être fantaisiste qu'il peut y avoir là-dedans. Je pense que ça l'intéresse pas, ça. C'est pratique pour pouvoir travailler une certaine ambiance, pour pouvoir créer certaines situations qu'il avait envie de mettre en scène, sans doute. Et le film est soigné, encore une fois, plastiquement, c'est très intéressant. Et lui, en fait, ce qui l'intéresse, c'est vraiment d'ancrer ça dans le réel. Alors, il y a un moment, il y a aussi besoin de lâcher un petit peu prise. Mais il faut choisir. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au bout d'une heure de film, je disais, mais écoute, raconte-moi le deuil d'un père. Mais fais-le. Et je suis sûr que tu le feras très bien. Parce qu'en l'occurrence, sa métaphore, en fin de compte, ça l'empêche finalement d'aller complètement dans son projet initial, quoi. C'est presque un film, c'est terrible de dire ça, c'est presque un film qui est trop intelligent pour son propre bien, qui en ne s'adressant jamais qu'à l'intellect, qui est trop cérébral pour son sujet, ouais. Oui, pour moi, il est trop cérébral pour son sujet, et alors ça peut être très agréable aussi de se faire flatter le cerveau, et puis moi, des fois, j'aime bien aussi. Mais je trouve que là, ça se prête particulièrement mal au sujet. Ce qui n'est pas le cas. Ouais. Donc voilà, vous avez bien compris que Midnight Special, c'est pas la folie furieuse. Un chef-d'œuvre absolu, l'apogée du cinéma. Ça réinvente la science-fiction. Et Spielberg, c'est formidable. Voilà, c'est très différent du J. Abrams, mais c'est pas mieux c'est pas mieux ou moins bien au final. Donc voilà, n'y allez pas en attendant un chef-d'œuvre, allez-y peut-être en attendant un truc pas mal branlé, qui a 2-3 idées mais pas tant que ça, et qui se regarde un petit peu trop le nombril quand même. Dad. It's okay.
Et c'est la fin de cette émission du mois de mars, dans laquelle on vous a tout d'abord parlé de L'année du dragon de Michael Cimino, un film un peu méconnu, et c'est pourtant bien dommage parce que c'est quand même un polar de haute tenue et quand même sacrément classe, et je sais que tu penses la même chose que moi, si ce n'est plus encore. Oh, mais plus encore. C'est un film grandiose et qui bénéficie là de la meilleure édition qu'il ait. C'est vrai qu'ils ont sorti ça en plus en édition limitée avec effectivement un bouquin et plein de suppléments, donc n'hésitez pas à vous jeter dessus, sachant qu'on ne l'a pas précisé dans la critique, mais ils ressortent aussi Desperate Hours, La Maison des Otages, qui n'est pas le film suivant, mais encore celui d'après, encore de Cimino, encore avec Mickey Rourke. Donc voilà, si vous voulez redécouvrir Cimino, c'est le moment. On vous a aussi parlé de High Rise de Ben Wheatley. Alors vous l'avez bien compris, c'est un film hyper intéressant sur toutes les idées qu'il met en place et sur certains visuels assez forts, mais qui a un petit peu de tendance à tourner en rond et ça fait un peu chier, mais bon voilà, ça reste quand même hautement recommandable. Et puis enfin, Midnight Special, pour les prochaines soirées, à parler de cinéma indé profond, etc. Vous pourrez parler de ce film-là, même si... C'est idéal pour une soirée Tupperware entre profs d'art plastique. Et un petit peu hipster sur les bords. Éventuellement, voilà. Pour très bien résumer, Tupperware, Midnight Special, c'est parfait. Simon, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. On se retrouve, nous, très prochainement. Merci beaucoup. On rappelle que tu écris pour écranlarge.com. N'hésitez pas à partager la vidéo et bien sûr à venir commenter sur YouTube, Dailymotion, les sites, les réseaux sociaux, tout ça. Nous, on se retrouve le mois prochain, on ne sait absolument pas pourquoi. Et d'ici là, allez au cinéma, c'est très important. Et à la prochaine. Mais qu'il en soit ainsi. Ciao. Alors, par contre, t'as mis ton micro du mauvais côté, ça va aller, mais... Ah merde. On s'est fait chier pour rien, en fait. Ah oui, d'accord. Ah oui, mince. Oh, pardon. Oh, je suis désolé. Bon, t'as de la chance, parce que sinon, c'était ça où on parlait de Batman. De Batman? Mais vu qu'on ne l'a pas vu. Ah oui, d'accord, oui, parce que j'allais dire... Alors, quoi? J'ai loupé. Bah oui, dans Midnight Special, t'as pas vu, non? D'accord, j'ai pu louper la prochaine Batman. Et donc j'ai rematé Man of Steel, et en fait, je dois dire que je me suis trouvé très dur au premier visionnage, en fait. Il y a vraiment des trucs. Bah moi j'aime bien le premier quart d'heure. Bon, je me souviens aussi de me dire, la musique me fait déjà chier. Ah oui, mais ça par contre, en plus si tu veux, ça c'était vraiment la queue de comète de Hans Zimmer qui est en mode, alors chez Unité, je vais faire une Panzer bande originale, il y a pendant 2 heures. Allez. Pom. C'est vraiment cette idée que la lumière est toujours enclose dans les ténèbres. Moi, c'est un truc qui me touche beaucoup. Parce que moi-même, je suis très ténébreux. N'est-ce pas? J'ai beaucoup de lumière en moi, pourtant. Et voilà. Ça parle de moi, ce film. Mais écoute, non, mais je sens que t'es bon.